chaud et ton caf? Il est où? Et oui, avec toute l'équipe, on sort à peine de table et du déjeuner, donc un petit café, ça fait du bien, surtout qu'on vient de manger des spécialités libanaises, c'était divin. Bon, alors pour être plus sérieux, avant de terminer cette semaine de direct, vous le savez, avec tous les étudiants et les étudiantes de l'ESSEC, on voulait parler d'écologie et d'environnement. Aujourd'hui, gros plan sur ce qu'on appelle la fast fashion, parce que chaque année, plus de 100 milliards de vêtements sont produits dans le monde et il y a beaucoup d'invendus. C'est une catastrophe pour la planète, notamment en termes d'eau. On va voir pourquoi. Tout de suite, sans attendre, on accueille notre première invitée qui est une militante, la présidente de l'ONG Fashion Revolution. Il s'agit de Catherine Doriac qu'on accueille. Bienvenue Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Alexandre. Bienvenue, prenez place Catherine. Merci infiniment. Votre combat est connu, votre combat est public, c'est un grand combat qui est loin d'être gagné. Avant d'en parler, on va revenir sur les fondamentaux. La fast fashion, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, avant la fast fashion, dans le monde de la mode, il y avait 2 collections par an, la collection printemps-été et la collection automne-hiver. À la fin des années 90, c'est arrivé la fast fashion qui a proposé du coup beaucoup plus de collections, beaucoup plus rapidement conçues, beaucoup plus rapidement fabriquées. Par exemple, dans certaines enseignes, on a 52 collections par an. Toutes les semaines, des nouveautés, toutes les semaines, des nouvelles capsules, toutes les semaines, des nouvelles collections de vêtements qui arrivent dans les magasins. Mais qu'est-ce qui était à l'origine de ce changement? À l'origine de ce changement, il y a beaucoup de choses. Il y a la désindustrialisation des pays du Nord, dont la France fait partie, donc toute l'Europe, à la fin des années 70. Ensuite, il y a la délocalisation dans les pays où les salaires sont beaucoup plus bas qu'ici. Et puis, il y a la frénésie d'achat qui est instigée par ce qu'on appelle le capitalisme, dans un terme plus général. Donc la frénésie d'achat, pousser les gens à consommer le maximum de produits. Alors, je le disais en introduction, on produit plus de 100 milliards de vêtements chaque année. 150 milliards, et il y a beaucoup d'invendus. Pourquoi cette surproduction? Qu'est-ce qui se passe? On pourrait réguler un petit peu les choses. Oui, alors à des régulations, on en parlera peut-être plus tard, avec les lois qui sont en train d'être votées. Pourquoi tous ces invendus? Parce que c'est en fait la production de vêtements est basée sur le fait que plus on produit, moins le vêtement lui-même coûte cher. Donc d'où les soldes. On produit plus pour que le vêtement coûte moins cher, qu'on vend à un certain prix aux gens et ensuite on les propose en solde. Ça, c'est un système qui existe depuis un siècle, on va dire, depuis le début du XXe siècle, depuis le début en fait, des vêtements fabriqués en série. Alors, on va faire des petits sondages, vous vouliez bien sûr compléter, oui. Allez-y. Non, c'est bon. Alors, petit sondage, parce que je ne suis pas certain que tout le monde ait bien conscience de ce qui est en train de se passer et de ce phénomène, de ce qui se joue. Alors, une question. À votre avis, êtes-vous conscient de la pollution textile que cause l'achat de vos vêtements? L'équivalent d'une benne à vêtements est jeté dans le monde chaque seconde, chaque minute ou chaque heure. La réponse, c'est chaque seconde. Ce qui est incroyable. Une réaction de votre part? Un commentaire? Expliquez-nous pourquoi. C'est une gabegie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la fast fashion, c'est la mode rapide, c'est-à-dire la mode prête à jeter. Avant, on parlait de prêt-à-porter, maintenant, on parle de prêt-à-jeter. Et notamment avec les marques d'ultra fast fashion, qui sont pires que les marques de fast fashion, on n'en a pas encore parlé. Alors, c'est quoi l'ultra fast fashion? C'est cette mode qui va encore plus vite. Chez certaines marques, je sais qu'on n'a pas le droit de dire de marque, mais chez certaines marques chinoises qui viennent d'arriver ces 3 dernières années sur le marché, c'est 8000 vêtements par jour nouveaux sur le site internet. Ah oui, d'accord. Oui. C'est une ampleur incroyable, c'est inédit, et ça n'a pas de raison d'être, parce qu'il n'y a pas assez d'acheteurs et pas assez de moyens pour tout ça. 150 milliards de vêtements pour 7 milliards ou 8 milliards d'humains. Je vous laisse faire le... Allez, on va continuer notre petit sondage. Savez-vous combien de litres d'eau sont nécessaires à la conception d'un jean? À votre avis,
Entre 1500 et 3000 litres, entre 2000 et 6000 litres ou entre 7000 et 10 000 litres. Et malheureusement, la bonne réponse, c'est entre 7 et 10 000 litres. Mais comment en arrive-t-on à ce point? Et comment peut-on encore douter de l'impact de la mode, de la fast fashion, sur la planète? Eh ben, là, on parle de jean, donc on parle de coton. Le coton, c'est une plante assoiffée. Ça dépend de l'endroit où il est produit. Les chiffres sont un peu fluctuants. Il y a du coton, par exemple, qui n'a pas besoin d'irrigation. Mais quand le coton est produit dans des endroits où il n'est pas une plante endogène, donc native, il a besoin d'eau, beaucoup d'eau. Et ensuite, il y a besoin de l'eau pour la teinture, il y a besoin de l'eau... Enfin, sur toute la chaîne de valeur d'un vêtement. Et sur la chaîne de valeur d'un vêtement, il y a 8 rangs différents, 8 étapes en fait. J'aurais une question tout à l'heure, un sondage sur la teinture notamment et ses conséquences. Alors vous, personnellement, comment vous arrivez à militer concrètement pour lutter contre la fast fashion? Il y a plein de façons de faire. Nous, on est une ONG, donc on est une organisation non gouvernementale. Déjà, on a 3 piliers dans notre action. L'éducation. On va dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles de mode, dans les écoles de commerce, dans les écoles de l'image et du son aussi, pour porter cette parole, pour informer en fait. Parce que c'est un problème évidemment économique, évidemment pollueur, mais c'est aussi un problème de santé publique. Et ça, on l'oublie parfois. La santé, évidemment, des travailleurs à l'autre bout du monde, mais la santé de nous, consommateurs. Parce que ces vêtements sont à 70% faits en pétrole, en plastique. Donc, les perturbateurs endocriniens, les problèmes de peau, les cancers, etc. Donc la cible prioritaire, jamais. Ce sont les jeunes, les prioritaires. Et oui, bien sûr. Ceux qui ont besoin de vêtements, le plus. Quelques mots sur le cadre juridique et la loi, notamment. Que dit la loi? Elle est en train d'ailleurs d'évoluer. Alors, la loi anti-fast fashion, elle a été votée le 14 mars 2024 à l'Assemblée nationale à l'unanimité. Donc, il y a un peu plus d'un an. Il y a un peu plus d'un an. Et depuis, elle piétine aux portes du Sénat. Donc, on fait partie d'une coalition de 11 associations qui travaillons avec les députés et les sénateurs. Et on vient d'apprendre qu'elle serait enfin discutée le 10 juin et votée le 10 juin. Donc, on risque d'avoir bientôt une loi anti-fast fashion, en tout cas en France. Qui va réglementer très strictement les choses. Malheureusement, entre l'Assemblée nationale et le Sénat, cette loi a été légèrement détricotée. Donc, les 3 principaux piliers de cette loi, c'était la définition de la fast fashion, pour ne pas oublier les marques françaises qui en font. Ouais. Le bonus-malus pour les marques qui mettent trop de pièces sur le marché et incitent à l'achat. Et la régulation de la publicité. Malheureusement, ces deux derniers points ont été un peu évacués. Donc, on attend de voir ce que les sénateurs vont en faire. Bon, c'est une première étape, c'est ce qu'on va dire. Il y en aura d'autres, mais c'est déjà bien de commencer. Alors, on va parler maintenant d'une association. On est allé avec notre équipe à la rencontre de Mathilde Vincent, la responsable de la filière textile de The Greener Good, une association qui milite à Lyon. On regarde, on découvre, regardez. Je suis volontaire en service civique au sein de l'association The Greener Good depuis septembre dernier. C'est une association qui agit sur Lyon et sa métropole et qui a pour objectif de faire la prévention, notamment sur la consommation responsable. Par exemple, un cahier de bonnes pratiques. Donc là, c'est un petit peu comme le cahier de vacances qu'on avait quand on était enfant, sauf que ça va être une version sur mieux comprendre notre impact en fait, environnemental. On va aussi avoir des événements. Donc là, on va avoir différents festivals, notamment le Greener Festival, qui est un festival donc, à Lyon qui se passe en octobre et qui vise à mettre en avant toutes les alternatives lyonnaises de consommation donc, responsable. Il va y avoir aussi par exemple des ateliers, des conférences, donc là ça vise aussi à faire de la prévention. Et surtout ici, en fait, leur façon de produire autrement, c'est-à-dire aller chercher de la matière recyclée. Il existe beaucoup de défis du coup pour rendre la mode plus éco-responsable et plus éthique. Donc c'est un vrai défi de réduire notre consommation, nous à titre personnel. Et le fait qu'on a énormément de publicité aujourd'hui qui nous pousse de plus en plus en fait à consommer. Et ça nous donne l'impression qu'avec ce vêtement, avec je sais pas, cette pièce à la mode, on va avoir un besoin immédiat de l'acheter pour répondre à... Enfin, pour par exemple être plus heureux ou être
être mieux dans notre peau, etc. Nous, nos objectifs dans l'association, ça va être vraiment faire de la prévention, d'informer au maximum sur ce qui se passe dans le monde, d'où viennent nos vêtements en fait, pour pouvoir mieux, nous, déjà, à notre échelle, mieux consommer et mieux comprendre ce qui se passe, se questionner sur ce qu'on consomme pour consommer plus responsable et plus local. Elle compte pour 80% de l'énergie mondiale. Et mettre le slow fashion aussi à la mode, donc consommer moins, c'est aussi cool. Et donc c'est ça aussi un défi. Voilà de nombreux défis. Alors, Catherine, est-ce que la solution, c'est la slow fashion? Oui, oui c'est exactement l'inverse. Hein. La slow fashion, c'est une mode qui est fabriquée dans de bonnes conditions, avec un salaire vital pour les ouvriers, dans de belles matières qui ne sont pas polluantes et à un rythme plus raisonnable. Maintenant, il y a toujours le problème du prix, puisque le grand public s'est habitué à des prix très bas depuis 20 ans. Donc, quand on lui parle de slow fashion, il dit oui, mais moi, j'ai pas les moyens. Alors, peut-être qu'on peut réfléchir autrement. On peut réfléchir au prix au porté. C'est-à-dire, si j'achète un t-shirt à 5 € que je porte 2 ou 3 fois, il va me coûter 2 € à chaque portée. Si je prends un t-shirt à 60 € que je vais porter 3 ans, on fait le calcul. Ça revient moins cher. Mais oui. C'est évident. Alors, si je prends ce jean, par exemple, tout le monde a des jeans. Pourquoi c'est aussi polluant que d'avoir un jean et quel est le circuit de fabrication d'un jean, par exemple? Alors, le circuit de fabrication, c'est simple. Ça commence dans un champ avec des pesticides, avec des OGM, avec beaucoup d'eau. Ensuite, ça part à la filature, et là c'est pareil, beaucoup d'énergie. Ensuite, et de l'eau. Ensuite, on fait la teinture du fil. Le fil sera tissé, encore de l'eau, de l'électricité, et souvent des voyages en avion entre chaque étape. Et puis, ça continue jusqu'à arriver dans nos armoires. Donc, c'est beaucoup d'avions, beaucoup d'étapes et beaucoup d'eau. Donc, un jean fait le tour du monde avant de venir dans notre armoire. Absolument. Vous évoquiez la teinture tout à l'heure. Les effets de la teinture. Un petit sondage. Tenez, regardez. Combien de réserves mondiales d'eau douce sont polluées par l'utilisation de teinture pour la conception de textiles? À votre avis, 5%, 20% ou 89%? Eh bien, la bonne réponse, c'est 20%. Et 20%, c'est énorme. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Pourquoi la teinture cause autant de dégâts? Qu'est-ce qui se passe? Parce que dans les pays producteurs en Asie, les règles d'environnement, les règles autour de l'écologie ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas de traitement des eaux d'usines qui traitent leurs eaux en interne, en circuit fermé. Donc c'est souvent rejeté dans les rivières. Mais dans les rivières, qu'est-ce qui se passe? Ça pollue. La rivière, ça pollue. Ça fait mourir les poissons. Les gens qui vivent autour de ces rivières n'ont plus d'eau douce, n'ont plus de nourriture. Et ensuite, ça se déverse dans les océans. On parle souvent de l'aspect social, vous l'avez évoqué il y a quelques secondes. Quelle est la vie type d'une ouvrière du textile dans tous ces pays producteurs? On peut parler du travail des enfants déjà, savoir qu'il y a plus de 160 millions d'enfants qui travaillent dans le monde, depuis l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, déjà ça reste des enfants. Et la vie d'une ouvrière textile, elles ont 16 ans en moyenne, entre 16 et 20 ans. C'est 16 heures de travail par jour. 16 heures. 16 heures, dans des conditions de chaleur intense dans les usines, parce qu'il n'y a pas de climatisation. Un salaire de misère, parfois un jour de congé par mois. À 25 ans, elles sont épuisées. Ouais, c'est vraiment terrible comme constat. Ça donne envie d'avoir... C'est de l'esclavage. Bien sûr. Mais en fait, une salopette, un uniforme, on aurait un type de vêtement chaque jour, toute l'année. Mais de toute façon, c'est ce qu'on a. Regardez, on est tous les deux en jean. Alors, je ne sais pas où il est fabriqué, je n'ai pas vérifié. Tiens, il faudrait quand même que je regarde avant. Alors, on évoque les salaires. Quelle est la part du salaire par rapport au prix de vente grand public d'un jean? Ça dépend des marques. Si on reste sur la fast fashion, je dirais que, par exemple, pour donner un exemple précis, un t-shirt de fast fashion que vous allez payer 10 €, c'est déjà un bon prix. La part du salaire de l'ouvrière, ça va être 0,18 centimes. Ah oui, ça nous laisse sans voix quand même. Parler d'esclavage, il n'y a pas photo quand on a ces chiffres-là. On va voir maintenant pourquoi ce modèle perdure, malgré ses conséquences.
pourquoi on s'accroche. On va essayer de comprendre quelles sont nos motivations, quelles sont les clés. Pour cela, on va accueillir Paola Cortés Guevara qui va nous expliquer, parce que Paola est psychanalyste, elle va étudier notre comportement. On l'accueille, Paola. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Prenez place. Bienvenue, je vous donne la parole dans quelques instants. Vous allez réagir notamment à un reportage que notre équipe a tourné il y a quelques semaines. Notre équipe s'est rendue dans les rues de Lyon pour interviewer des clients potentiels de ces géants de la fast fashion et pour les interroger sur leurs habitudes d'achat. Vous allez voir que les réponses ne sont pas du tout surprenantes, mais elles font état de l'ampleur du phénomène. Regardez. Alors, pas spécialement, je pense que c'est plus ma fille qui va consommer ce genre de produits. Un petit peu, ouais. Ouais, beaucoup. Pas tellement. Pas trop, pas vraiment. Plus de friperie seconde main. Ah, à peu près tous les mois, par des grosses séquences tous les trimestres, on va dire. J'ai besoin de me rhabiller. Ouais, 5-6 fois par mois. Une fois, 2 fois par mois peut-être. Ouais, j'achète tous les 2 mois peut-être. 3 mois, un truc comme ça. Vêtements, plutôt au moment des soldes, si je peux. 2-3 fois par an pour les achats les plus importants, on va dire. Un peu, je sais que c'est pas positif du tout. Moi, je sais qu'il peut y avoir des conséquences environnementales au niveau des produits utilisés ou de la pollution. C'est beaucoup de gâchis, je pense. Oui, c'est par choix, c'est parce que je sais justement derrière l'impact écologique, même sur les manières dont les boîtes de fast fashion traitent les employés. Tout le côté éthique me plaît pas spécialement là-dedans. Ouais, la seconde main, oui, un peu, j'essaye. Mais... J'essaye de faire moi-même. Ouais, j'achète de seconde main quand je peux, quand ça me convient. Je redonne après les vêtements que je n'utilise plus. Pour les enfants, pareil, on se passe pas mal les choses. Ouais, ça pourrait, mais après, faut pas que ça devienne non plus de la surconsommation en friperie non plus, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui vont en friperie, mais au final consomment comme en fast fashion. Oui et non, je pense que ça peut avoir un impact si on vous montre des conditions de vie des personnes qui font. Mais je pense que l'information, elle est très importante pour peut-être acheter un t-shirt un peu plus cher au lieu de 4 moins cher. Oui, une des solutions, c'est l'information. Ça rejoint à ce qu'on disait avec Catherine. Si le sensible public nous écoute et qu'il est informé, il sera réceptif. Alors Paola, psychologiquement, comment on explique ce mécanisme qui nous rend accro à ce système de consommation ? Alors bon, déjà, il faut savoir que le capitalisme, elle a compris quelque chose. Entre guillemets, c'est une explication très simple, mais très complexe en même temps. Ils ont compris la psychologie des masses en passant par la psychologie individuelle. Donc ils ont compris qu'effectivement, l'individu, lorsqu'il grandit, il a besoin de s'identifier à l'autre. Et dans ce processus d'identification, il va, on va dire, faire un processus de repère, voir dans son entourage à quoi il pourrait ressembler. Et dans cette démarche, il y a aussi la question d'appartenance. Sentir qu'on appartient à un endroit, à un groupe, c'est très important. Par exemple, les adolescents, on sait très bien, c'est une population qui est en train de se construire, de construire leur individualité. Pour eux, c'est hyper important ça. Donc je pense que c'est ça que le capitalisme l'a compris, qu'on a besoin de notre entourage. C'est très important. On a besoin d'identifier, d'être reconnu par l'autre, d'appartenir à un groupe social, peu importe lequel. Et là, il faut s'assimiler à l'autre. Comment est suscitée la pulsion d'achat chez un client ? Alors, déjà, je ne dirais pas pulsion d'achat, je parlerai plutôt des compulsions. Voilà. Parce qu'on est plutôt lorsqu'on parle, en tout cas en psychologie, des pulsions, on parle de pulsion de vie, pulsion de mort. Mais l'achat, c'est une compulsion. C'est-à-dire on ne vit pas à travers l'achat. L'achat, disons que c'est ce qu'a compris le capitalisme, il a fait de ça un besoin, mais ce n'est pas vraiment un besoin. C'est quelque chose plutôt pour nous faire plaisir. Et c'est là où rentre la question de l'effet placebo. Justement, c'est pour ça qu'on parle plutôt des compulsions, parce que c'est un plaisir qui ne dure pas dans le temps.
c'est un plaisir qui s'évade très rapidement, c'est très spontané et en même temps, c'est très peu tangible. Dès là qu'on en a besoin de alimenter ces compulsions pour ressentir. Oui, c'est inconscient. Ouais. Alors, vous parliez de l'appartenance à la communauté, de la ressemblance aux autres. Finalement, on fait passer la vie des autres, le regard des autres avant notre propre besoin. C'est ça, en fait, le grand piège. Est-ce que c'est ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, par exemple? Oui, justement, là, par exemple, avec les réseaux sociaux, c'est ce qu'on trouve, c'est un processus de marketing très long, parce que les années 30, les grands industriels, ils sont rentrés chez nous à travers la télévision. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, donc aujourd'hui, il y a cette relation intime entre acheteurs et vendeurs et producteurs. Et ça fait sentir à l'acheteur, à l'individu, qu'il est écouté, il est entendu, qu'il est pris en compte. Et dès là que ça fait, comme vous disiez tout à l'heure, on fait passer d'abord la vie des autres. Oui, justement, parce qu'on vit en communauté. Et la différence entre l'individu et la masse, c'est que dans la masse, l'individualité, ça ne compte pas. Pour faire partie d'un groupe, on ne peut pas être si différent que les autres membres. Sinon, on va être rejeté. Il faut savoir faire avec les rejets de l'autre. Et c'est aujourd'hui, on a du mal à faire avec ça. C'est sentir un peu différent, un point à part. Marginalisé. Marginalisé. Catherine, c'est pour cela qu'il n'y a pas d'action de grande ampleur des consommateurs aujourd'hui pour lutter contre la fast fashion? Alors, il devrait y avoir... Les consommateurs, ils n'ont pas d'action de grande ampleur à avoir. C'est plutôt les gouvernements et les régulations qui devraient. Et justement, dans la loi anti-fast fashion, on avait demandé qu'il y ait une régulation des influenceurs. Parce que rien que ce mot « influenceur », c'est affreux. Et c'est eux qui influencent beaucoup plus que les marques et le marketing aujourd'hui. Parce qu'on les a dans notre poche, en fait. Et c'est la vie rêvée, en fait, de l'influenceur qu'on a envie de reproduire. Même si c'est complètement faux, à 80%. C'est de la publicité, c'est de la nouvelle publicité. Voilà. Alors, il faudrait des influenceurs qui poussent à moins consommer. Il y en a. Il en existe. On a rencontré avec notre équipe Margot, par exemple, qui est à Lyon et qui profite de ses followers pour essayer de distribuer la bonne parole, pour orienter les achats vers une consommation un peu plus responsable. On l'écoute et on commande juste après. Regardez. Il y a de plus en plus d'influenceurs qui font des promotions ou alors des partenariats avec des marques de fast fashion. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que ces marques, elles exploitent des milliers de personnes et surtout elles font partie des marques les plus polluantes de la planète. Alors pour moi, cette consommation excessive de la fast fashion, il faut absolument qu'elle soit à bannir, surtout qu'aujourd'hui il existe plusieurs alternatives à cela. Ce qui serait intéressant de faire, c'est que quand tu veux t'acheter le dernier t-shirt à la mode, tu vas d'abord te renseigner sur le pays d'où il vient, puis ensuite sur les normes de travail de ce pays producteur. Je sais que parfois c'est compliqué, sauf que c'est ce genre de petites habitudes qui peuvent vraiment changer les choses plus tard. Donc on comprend bien qu'il nous faut des influenceurs qui nous influencent dans le bon sens. Mais ils existent déjà. Vous en connaissez d'autres? Vous en avez rencontré? Est-ce que vous-même, Catherine, vous devenez, vous, influenceuse? On travaille avec... On est un peu influenceurs, oui, parce qu'on a la parole publique, mais on connaît des influenceurs dont c'est le travail au quotidien. De travailler sur des sujets d'écologie. Donc il nous faut des leaders d'opinion qui nous orientent dans un autre sens. C'est nécessaire. Alors on va maintenant vous proposer une autre solution. Il y a la fast fashion d'à côté, la slow fashion en réponse, et puis une alternative, c'est d'aller tout simplement chez des créateurs indépendants. On a rencontré Laura Gaudy, qui est créatrice à Lyon. Elle recycle le tissu dans son processus de création, c'est ce qu'on appelle l'upcycling. Regardez. J'ai créé ma marque d'upcycling il y a plus de 2 ans maintenant. Donc je crée tout un univers de vêtements colorés, mixtes, à partir de tissus oubliés dans l'armoire de vos grands-mères. Alors pour créer un vêtement, tu as tout d'abord la phase, on va dire, inspiration. Donc tu vas chercher l'inspiration, tu peux avoir des premières idées, tu vas essayer de travailler un patron pour qu'il y ait une forme qui te plaise. Et une fois que tu es satisfait de ton prototype, ben là tu vas vraiment rentrer en production. Donc tu te dis, je vais faire des dizaines de modèles. Donc là c'est choisir les tissus que tu vas utiliser. Ça va être découper tous les tissus, l'assemblage, les finitions, puis après la promotion du produit. Alors c'est sûr que maintenant c'est très regrettable que tout ce qui est marque de fast fashion, ils ont tellement beaucoup plus de moyens que nous qu'ils pourraient prendre notre idée, ça passe crème. C'est eux qui ont le poids, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont la grosse image en fait, et c'est eux qui peuvent vraiment
produire sur l'idée que tu as eue et se faire de l'argent avec. Tu peux produire en grande quantité, mais c'est sûr que pour tout ce qui est marque de fast fashion, ils n'ont pas du tout de dimension éthique, ils vont gaspiller un max. Nous, on réfléchit à tout ça, donc on produit beaucoup moins pour plus cher. Donc forcément, ça nous impacte parce que on peut pas faire le poids face à ce tarif-là en fait. Donc forcément, on nous compare à eux alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Est-ce que l'upcycling, c'est une réponse crédible pour vous, Catherine? Oui, bien sûr, l'upcycling, bien sûr, prendre quelque chose qui existe déjà et le transformer, évidemment, on peut commencer par nos armoires. On ne porte que 30% de ce qu'on a dans nos vestiaires. Donc oui, l'upcycling, c'est une solution. Tout à l'heure, on disait qu'il était préférable, évidemment, d'acheter plus cher, des vêtements de meilleure qualité pour les porter plus longtemps. Mais pourquoi les gens ne font pas ce calcul aujourd'hui? On voit à court terme seulement et jamais à long terme? Je pense que ça nous rejoint à parler la question de la compulsion. En fait, la compulsion, elle est irréflexive. On ne réfléchit pas. Et ça donne justement la sensation de plaisir, peut-être d'être accepté par l'autre aussi. Parce qu'en fait, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, Catherine, sur la ultra fast fashion. En fait, ça va à une vitesse exponentielle. Exactement, on ne peut pas calculer ça. Et on ne se rend pas compte lorsqu'on est dedans. Donc aussi, calculer tout ça, c'est trop compliqué. En plus, je pense que ce que vous disiez tout à l'heure aussi, je vous rejoins là-dessus, la question de l'éducation. En fait, ça, aujourd'hui, par exemple, au niveau des écoles, j'en sais pas trop, mais peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment pour créer une conscience. En plus, à la maison, je pense qu'il y a des foyers avec tous leurs problématiques quotidiennes qui ont du mal peut-être peut-être prendre du temps à réfléchir là-dessus, j'en sais rien. Mais pour moi, ça fait partie, c'est un symptôme de la question compulsive, en fait, de ce mouvement. Est-ce qu'on peut parler d'une addiction à la mode? Oui, tout à fait. Lorsqu'on parle de compulsion, on parle un peu d'addiction. Oui. On est dans les mêmes mouvements, irréfléchis. Parfois, ça sert aussi, ça fait un peu effet bouchon. C'est-à-dire pour boucher quelque chose. Au niveau aussi émotionnel, lorsqu'il y a une souffrance, je vais m'acheter un vêtement, on entend beaucoup de gens qui disent pour sortir la dépression, pour sortir entre guillemets, je suis un peu déprimée, on va faire du shopping. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça revient à la question de l'effet placebo. Mais c'est pour ça dans les solutions aujourd'hui on propose la réparation des vêtements, l'embellissement par la broderie, parce que l'être humain en fait, sapiens c'est quoi? C'est l'esprit, le cœur, la main. De quoi on se sert aujourd'hui? De nos mains, on s'en sert pour toucher notre téléphone ou jouer à des jeux vidéo. Et on a l'esprit occupé. On a l'esprit occupé, mais on ne travaille plus avec nos mains. Ouais. Et réparer ces vêtements, c'est déjà, on ne va pas faire du shopping pendant ce temps. Et au moins, on aura quelque chose d'un peu joliment différent. Est-ce que je peux rajouter quelque chose là-dessus? Allez-y, en quelques secondes. Oui, vous m'avez fait penser justement à cette question. Il n'y a plus de frustration aujourd'hui avec tout ce mouvement internet, réseaux sociaux, influenceurs. Il y a plus de temps pour réfléchir. Voilà, les gens ils se posent de moins en moins de questions, on réfléchit moins et on a des choix plus faciles à faire. C'est-à-dire, pourquoi je vais m'empêcher, me priver d'acheter 3 t-shirts de différentes couleurs alors qu'ils coûtent 10 balles si je peux l'acquérir, voilà, je fais plus le choix avec une chose hyper bête comme ça. Donc il y a la question, il y a plus de frustration aujourd'hui, on est moins frustré, on veut tout avoir, on est aussi dans cette immédiateté. Ouais. Dans ce contexte, et pour conclure, Catherine, est-ce que vous avez le sentiment d'être entendue dans votre combat aujourd'hui? À 20%. C'est déjà bien. Oui, comme 20%. Est-ce que, j'imagine, vous avez des actions prévues pour les mois, pour les semaines à venir? On a la Fashion Revolution Week qui commence le 22 avril et se termine le 27 avril partout dans le monde, parce que Fashion Revolution est dans 80 pays. Donc le 22 avril. Et il y aura des événements à Lyon. Et pour vous, Paola, vous allez continuer vos études, étudier le comportement de ces consommateurs qui sont pétris d'addiction et de compulsion? Oui, mais bien sûr, en cabinet, on voit un peu ça. Ça rejoint des autres problématiques, mais on voit très bien qu'on est submergé là-dedans, soit l'événement, soit les jeux, voilà, la consommation aussi, au niveau général. Donc oui, c'est un sujet d'actualité qu'on voit tous les jours au cabinet.
Pour terminer cette émission, que retenir de tout ce que nous avons dit en synthèse? On commence par vous, Paola? En synthèse, je suis très mauvaise pour les synthèses. Une phrase pour résumer votre état d'esprit du moment. Je pense qu'il faut se poser plus des questions, avoir un esprit un petit peu plus critique. Penser, alors nous les êtres humains, notre existence elle est un peu, c'est compliqué de donner du sens, mais lorsqu'on se pose les bonnes questions, par exemple la manière comme je vais habiter la planète, ça peut être une bonne question. Quel type d'être humain, entre guillemets, je veux être. Je veux être. Merci pour cette remarquable ouverture de votre côté, Catherine. Et moi, je vais continuer dans les questions. Moi, j'ai un petit gimmick à vous proposer avant l'achat, la méthode bisou. C'est-à-dire? Vous connaissez la méthode bisou? Ah, j'ignore ce qu'est la méthode bisou. C'est 5 questions à Mais se je m'attends poser. à tout, allez-y. 5 questions à se poser avant d'acheter quoi que ce soit. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce ce besoin est-il immédiat? Là, on te rejoint sur les... Est-ce que j'ai déjà quelque chose de semblable chez moi? Quelle est l'origine de cet objet ou de ce vêtement? Et me sera-t-il utile? La méthode bisou. Eh bien voilà. Allez, on va terminer cette session de direct avec des bisous. Merci infiniment, Paola, Catherine, d'avoir été avec nous pour cette dernière émission consacrée à ce sujet important de la fast fashion. J'espère que de votre côté, vous avez pu prendre conscience que vous pouvez agir et que vous devez avoir l'esprit critique, pour reprendre les mots de Paola, et prendre le temps de réfléchir au sens que vous voulez donner à votre existence sur Terre. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à tous les étudiantes de l'ESSEC qui ont réalisé ces directs durant ces 4 jours. Une épopée, c'est une aventure chaque année, vous le savez, mais elle vous montre combien les étudiants sont formés ici pour faire face à la fois aux sujets d'actualité, mais aussi pour s'intégrer dans les événements et vous les relater. Merci infiniment d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt et j'espère pouvoir porter ce jean très longtemps avant d'en acheter un autre pour éviter de polluer la planète. Merci à tous, à bientôt. Merci beaucoup. Merci.